Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir. Alors, dans les sujets évidemment qui ont et font encore l'actualité, vont la faire encore dans ces prochains jours, évidemment, il y a la PPL narcotrafic. Les députés ont été mobilisés, les députés socialistes, pendant cette semaine à l'hémicycle sur cette proposition de loi qui vise à sortir la France du narcotrafic. L'objectif étant évidemment de doter la France d'éléments et d'armes, quelque part, pour éviter que notre pays ne devienne un narco-État. Alors la philosophie du texte qui a été porté par le sénateur Durand, c'est le fait évidemment de s'attaquer au haut du spectre pour pouvoir faire tomber quelque part les pyramides qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous regrettons que les députés du socle commun aient décidé de déserter en grande partie l'hémicycle et laisser finalement cette foire à qui mieux mieux, notamment aux députés du Rassemblement national, avec des grosses modifications du code de procédure pénale qui font plaisir à l'écoute aux plus radicaux, parce que ça donne l'impression d'une sévérité et peut-être d'une radicalité, impitoyabilité à l'endroit des narcotrafiquants, mais qui viennent remettre un certain nombre de nos valeurs et notamment de respect des droits humains. Grâce quand même à cette mobilisation qui a été la nôtre, nous avons fait voter des mesures fortes qui avaient été proposées par le sénateur Durand, et notamment la création d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée sur le modèle du parquet financier ou du parquet antiterroriste. Alors ce parquet aura vocation à ne pas s'intéresser simplement au narcotrafic, mais au trafic qui l'accompagne, c'est-à-dire au trafic humain et au trafic des armes. Il est d'ailleurs à faire remarquer que nous avons pu déterminer désormais avec les forces armées, les forces de police et de gendarmerie sur le territoire de la Martinique et de la Guadeloupe que se développe ce qui se développait évidemment avant, une espèce de corpus avec narcotrafic, trafic d'armes, mais le chemin faisant, il y a un véritable réseau de trafic d'armes qui se développe aussi et qui mérite des moyens nouveaux et certainement des moyens supérieurs, notamment humains et matériels. Au-delà de ça, il y a aussi des nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment avec les fermetures administratives des commerces, le gel et la saisie des avoirs, un renforcement du statut de repenti que nous avons réussi à faire voter. Et ces mesures vont devoir, comme je le disais précédemment, s'accompagner de moyens bien plus importants pour montrer naturellement la détermination de l'État à ne pas se laisser engouffrer dans une organisation de narco-État. Notre vigilance nous a également amené à protéger les libertés individuelles et les droits fondamentaux que la droite et l'extrême droite voulaient remettre en cause. Il s'est agi notamment pour nous de faire supprimer des dispositions introduites par la droite sénatoriale qui portaient atteinte à la vie privée, avec notamment l'accès au contrôle des messageries cryptées, mais on a été réintroduit l'article 15 ter par lequel il y a l'activation à distance des appareils électroniques sans limite, en tout cas sans cadre suffisant pour ce qui nous concerne. De même, nous avons amendé l'article 8 sur la surveillance algorithmique, un amendement du co-rapporteur Roger Vico qui a permis de réserver l'extension de cette technique au haut du spectre de la criminalité organisée, et nous serons d'ailleurs concernés par cela, les faits concernant les trafics de stupéfiants, les trafics d'armes, le blanchiment des produits qui en sont issus. Alors, nous n'avons pas réussi à supprimer les dispositions introduites par la ministre de la Justice en commission, qui visent à créer un régime de détention proche des QHS, quartiers haute sécurité, qui, rappelons-le, avait été supprimé en 82 par Robert Badinter. Nous considérons donc ces nouveaux quartiers d'isolement seraient à la fois attentatoires aux droits fondamentaux. Alors évidemment,
on s'attend à ce que un certain nombre d'entre nous, et c'est ce que nous ferons, parlent également de la constitutionnalité d'un certain nombre de ces mesures. Et il est malheureux d'ailleurs, une fois encore, que le gouvernement aille faire la course à l'échalote médiatique sur un certain nombre de mesures, tout en sachant qu'elles vont probablement être attaquées devant le Conseil constitutionnel et annulées. Bon, c'est une perte de temps et c'est un jeu fait avec notre démocratie qui nous semble bien malheureux. En tout cas, le Conseil d'État avait d'ailleurs déjà demandé la réécriture de cet article et ces aménagements sont largement insuffisants finalement et le dispositif proposé reste fortement, de toute façon, attentatoire aux droits humains que toute démocratie, dont celle de la France, est en droit de respecter, surtout eu égard à l'époque particulière que nous vivons. Il reste quelques 100 amendements à examiner. Nous souhaitons être en mesure de voter ce projet de loi porté par ailleurs par un camarade sénateur socialiste. Mais nous allons évidemment rentrer en négociation, il le faut, avec le gouvernement pour que notamment au moment de la CMP, il y ait des choses sur lesquelles nous puissions revenir, car là, on est dans une fuite en avant qui est celle du Rassemblement national et nous ne savons pas si aujourd'hui le gouvernement s'accorde et bien dans sa conscience à voter une loi dans laquelle le Rassemblement national arrive avec les membres de la majorité à faire voter des amendements. Je rappelle également un petit point parce que la ministre s'en est fait l'écho hier, la question des moyens et notamment des moyens douaniers. Juste, vous l'avez compris, la porte d'entrée pour le narcotrafic, c'était la Guyane, c'est devenu la Guadeloupe et la Martinique. J'ai dénoncé d'ailleurs hier en hémicycle la baisse des effectifs. Je rappelle, alors qu'on a une multiplication par 2 des prix, ce qui veut dire qu'il y a aussi une circulation qui est probablement à multiplier, qu'il y a 10 agents en moins en 10 ans. Donc il n'y a pas eu plus de recrutement en Guadeloupe. De 259, on est passé à 249. En Guyane, à peine 10 recrutements en 10 ans. On est passé de 169 à 180. En Martinique, on est passé de 219 en 10 ans à 212 agents, tout en sachant, vous l'avez compris, que la criminalité en matière de narcotrafic augmente. Il n'y a pas de brigade maritime en Polynésie, pas de brigade aérienne de douane en Polynésie. Donc c'est dire que les moyens manquent pour lutter efficacement contre le narcotrafic et nous serons vigilants sur notamment les dispositions, mais surtout les moyens donnés à cette lutte. Merci. Nous voulions également vous dire quelques mots sur la lutte contre l'antisémitisme. Nous souhaitons très solennellement apporter tout notre soutien à Aryeh Engelberg, le rabbin d'Orléans, à ses enfants, à sa famille. Et face à ce drame inacceptable, redire que la lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous les députés socialistes et que nous porterons des propositions pour faire en sorte, y compris eu égard à l'âge du présumé coupable de l'agression, la question de la formation, la question de l'éducation à l'école pour lutter contre ce fléau. Vous le savez, l'année 2024 a été marquée par un record d'actes antisémites, avec 1500 actes antisémites qui ont été recensés. Et nous considérons vraiment que cela doit être une priorité de l'action du gouvernement, de l'action de l'éducation nationale, de l'action évidemment du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice pour faire en sorte que tout acte antisémite puisse faire l'objet de poursuites et de condamnations lourdes. Je peux aussi rajouter au nom du groupe socialiste que nous ne comprenons pas que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas purement et simplement présenté ses excuses suite à la diffusion de ce visuel qui nourrit l'ambiguïté, qui nourrit évidemment les suspicions et que sa ligne de défense est inacceptable, est incompréhensible. De la même façon que nous trouvons très désinvoltes les déclarations du ministre de l'Intérieur considérant l'antisémitisme d'extrême droite comme résiduel. Et donc nous considérons qu'il doit être sans cesse rappelé que la lutte contre l'antisémitisme est un principe fondateur de la République et que les socialistes entendent honorer leur engagement dans l'histoire sur cette question.
Un bref bilan des 100 jours de François Bayrou à la tête du gouvernement. Bref, sans doute à l'image de son bilan. Cela fait en effet 100 jours que François Bayrou est Premier ministre et nous pourrions sans doute vous présenter ce matin les 100 mensonges, les 100 couacs, les 100 revirements ou les 100 tergiversations de François Bayrou depuis qu'il a été nommé à Matignon à la tête du gouvernement. Dans la période de trouble que nous connaissons, nous considérons au groupe socialiste que le Premier ministre fait preuve d'un manque de clarté et que cela est particulièrement inquiétant. En effet, François Bayrou n'a pas seulement rompu le dialogue avec son opposition, il a aussi perdu sa propre majorité qui déserte l'hémicycle, comme nous avons pu le constater lors du débat sur la loi narcotrafic la semaine dernière. Alors, François Bayrou avait fait un certain nombre de promesses. Il promettait en particulier une nouvelle méthode et malheureusement, il s'est distingué par une préoccupante légèreté, notamment lors de l'affaire Notre-Dame de Bétarame, qu'il a encore commenté jusqu'à hier soir lors du conseil municipal de Pau. Et il a aussi sans doute fait preuve d'un inacceptable mépris vis-à-vis des partenaires sociaux dans leurs négociations sur la réforme des retraites, alors qu'il promettait il y a quelques semaines une discussion sans totem ni tabou. Sur ce sujet, la position des socialistes reste parfaitement claire. Le gouvernement doit tenir ses engagements et laisser les partenaires sociaux travailler et le Parlement ensuite légiférer. Si François Bayrou méprise les partenaires sociaux, ce n'est pas le cas des socialistes et nous souhaiterions, dans les semaines à venir, laisser les syndicats, le patronat pouvoir négocier et nous tirerons toutes les conséquences de cette négociation à son issue au mois de juin. Nous l'avons dit et nous l'avons toujours assuré, ce gouvernement est et reste sous la surveillance des députés socialistes et alors que la France dispose d'un budget, nous n'hésiterons pas à censurer François Bayrou si celui-ci ne tenait pas ses engagements, en particulier à l'issue de la conférence sociale sur les retraites. Je vous remercie. Pour finir, en 30 secondes, vous rappelez que ce matin, le gouvernement a confirmé sa volonté de repousser une fois encore l'examen du texte de loi fin de vie, qui avait déjà été en plus saucissonné. Tout cela pour ouvrir la voie à une réintroduction des pesticides néonicotinoïdes. Une double faute. La première, parce que c'est un nouveau recul pour un projet de loi qui est pour le coup soutenu massivement par les Français, qui pourrait constituer l'une des rares véritables avancées sociales du quinquennat 2022-2027. Puis évidemment, voilà, ça risque de renvoyer ce texte au calendrier grec, même s'il sera étudié dans les prochains jours en commission. On espère qu'il n'y aura pas de dissolution entre-temps, ce qui aurait pour effet évidemment de reculer d'autant l'adoption définitive de ce texte. Et puis, évidemment, une deuxième faute, parce que la proposition de loi qui va repousser fin de vie, c'est une proposition de loi qui, elle, est extrêmement néfaste du point de vue de la santé publique et de l'écologie. Et donc, on ne peut pas avoir d'un côté la volonté de refuser aux gens d'avoir une fin de vie digne et de l'autre côté tout faire pour permettre de continuer à abîmer la santé des gens, à causer évidemment des cancers, etc. Donc, voilà, on est extrêmement vigilant face à cette tentative trumpienne du gouvernement, il faut le dire. Enfin, je veux dire, là, on cède au lobby, on cède à un certain nombre de puissances qui, aujourd'hui, s'observent aussi sur une autre loi qui nous inquiète, celle de la simplification, où là, c'est du populisme à tous les étages. On a supprimé, par exemple, hier soir en commission, à nous, les autres, les macronistes alliés avec l'extrême droite, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, qui gère simplement un budget de 2 milliards d'euros qui serait réaffecté au budget de l'État. Donc évidemment, c'est autant de moins pour l'évolution des modèles de transport dans une période de restriction budgétaire. Mais je pourrais aussi évidemment citer les Césaires,
des conseils économiques et sociaux, environnementaux, régionaux, qui font un travail de grande qualité. Moi, je le sais pour lire régulièrement les rapports du Césaire de Normandie, par exemple, sur les sujets d'avenir. Là, en ce moment, ils travaillent sur la question du fret ferroviaire, ils travaillent sur la question des déserts médicaux. Bref, c'est des sujets qui nous concernent et qui nous servent d'appui au quotidien dans les politiques publiques que nous menons. Donc voilà, si aujourd'hui on veut supprimer les Césaires, il faut le dire très clairement, mais je conseillerais d'abord aux députés de se renseigner sur le travail que font les Césaires avant de les supprimer. De lire un peu, ça fera pas de mal à ceux qui ont le populisme facile. Voilà.